Bonsoir à tous. À la une de ce journal, coup de théâtre sur la scène politique. Le professeur Maurice Kamto est-il devenu un ennemi d'État au Cameroun? Assigné à résidence sans notification d'un acte légal et placé sous haute surveillance policière, il est accusé d'être à la tête d'un projet d'insurrection au Cameroun. C'est du moins ce que révèlent ses avocats après avoir échangé avec les responsables de la police et de la gendarmerie. Dans quel état d'esprit se trouve le président national du MRC? Que pense-t-il de ces accusations et des conditions d'incarcération de ses camarades politiques? Vous l'écouterez en exclusivité en ouverture de ce journal. Alors que le gouvernement est focalisé sur l'assignation à résidence d'un leader politique, 68 écoles primaires sont toujours fermées du fait de l'insécurité à l'extrême nord du Cameroun. Vous verrez comment au cœur de ce journal, des milliers d'enfants victimes des affres du terrorisme sont inquiets et risquent de vivre une nouvelle année scolaire blanche au septentrion. Enquête à suivre au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Je vous le disais, c'est une exclusivité Equinox. Le professeur Maurice Kamto s'exprime pour la première fois après avoir passé près d'une semaine en assignation à résidence sans avoir été notifié par un acte légal. Il déplore une séquestration illégale, dit-il. Il déplore également le fait que les instances compétentes n'ont pas tenu à le notifier. Il a appris, après avoir rencontré ses avocats ce jour dans sa résidence, ils ont eu l'autorisation de pouvoir discuter avec lui. Le professeur Maurice Kamto révèle qu'il est interdit de sortir de son domicile, décision qui lui a été annoncée par ses avocats. Je vous propose d'écouter le président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Il s'exprime en exclusivité sur Equinox Télévision. C'est-à-dire depuis la nuit du dimanche 20 au lundi 21, que ma maison est encerclée. Ma concession est sous le contrôle total des forces que je suis obligé, vu les circonstances, d'appeler les forces répressives, qui sont des forces mixtes de la police et de la gendarmerie, lourdement équipées et qui font une démonstration à la fois écœurante mais inutile de force. Parce qu'une telle démonstration est absurde puisqu'en face, il n'y a qu'une pauvre famille qui vit dans sa concession paisiblement et qui ne demande qu'à vivre en paix. Ce siège a fait l'objet de critiques, de dénonciations qui n'ont jamais été entendues puisque chacun se demande pourquoi. Et quel est mon statut aujourd'hui, le statut de ma famille? Depuis une semaine, personne n'entre, personne ne sort de chez moi. Un des gardiens qui était en service chez moi, qui est sorti hier, a été aussitôt arrêté et embarqué, alors même que son chef, qui était venu pour assurer qu'il puisse prendre sa relève, avait eu un long pourparler avec les autorités de police et de gendarmerie qui contrôlent la situation. C'est dire que dans ces conditions, personne de chez moi ne peut se hasarder dehors, d'autant plus que ceux qui font le siège le disent à haute et intelligible voix. Tous ceux qui mettent le pied dehors seront arrêtés. Ce sont des conditions inhumaines parce que imaginez que pendant cette semaine, un membre de ma famille, de ma maisonnée, ait eu une maladie sévère. Ou bien sûr, pendant cette période, il y a eu les bobos que nous avons pu soigner avec la pharmacie familiale. Mais s'il y avait eu un cas grave, on aurait pu, à l'heure où nous parlons, avoir déjà un décès ou plus d'un décès. Imaginez que pendant cette période, il y ait une situation d'urgence de quelque nature que ce soit, nous aurions été incapables justement d'être protégés. C'est dire que notre situation est une situation
incompréhensible, d'autant plus qu'aucun acte d'aucune sorte ne nous a été signifié. Nous ne savons pas qu'est-ce que l'on nous reproche, pourquoi nous sommes ainsi séquestrés, car je ne sais pas d'ailleurs quel est le terme exact à employer ici, si c'est une séquestration, un placement en résidence surveillée de fait, un blocus et que sais-je encore. Il me semble qu'il est temps que chacun puisse prendre ses responsabilités. Si je suis placé en résidence surveillée, un acte formel doit être pris. Aujourd'hui, j'ai reçu, avec, semble-t-il, la permission ou l'autorisation du délégué général à la Sûreté nationale, un certain nombre du collectif d'avocats SOPSIVIN qui assure l'assistance des personnes interpellées avant, pendant et après les marches du 22 septembre. Et ces avocats m'ont dit, enfin ceux qui ont été reçus par le délégué général à la Sûreté nationale en compagnie du secrétaire d'État à la gendarmerie, m'ont dit que le message qu'ils étaient implicitement chargés de me transmettre, c'était que je suis interdit de sortie, donc je ne peux pas sortir de chez moi. C'est une décision prise par les autorités, mais qui n'a pas été mise par écrit. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi ils n'assument pas pleinement la responsabilité de leurs actes jusqu'au bout. On nous dit que ces avocats peuvent venir me rendre visite à condition de le signaler aux dites autorités. Mais tout ça, c'est verbal, c'est pas écrit, ce qui veut dire que ça dépendra du bon vouloir de ces autorités. On ne désigne d'ailleurs pas l'autorité qui sera leur interlocuteur dans cette affaire. Ce qui veut dire qu'une autorité peut être contactée, elle peut donner son accord et le lendemain, une autre refuse son accord. On dit qu'il serait possible désormais que peut-être quelqu'un puisse sortir de chez moi. Sauf moi, bien sûr. Dans mon cas, on a dit c'est exclu. Mais qu'est-ce qui garantit que la personne pourra sortir sans être arrêtée aussitôt, puisque l'agent de sécurité qui travaille chez moi est sorti hier et a été arrêté? Dans cette interview exclusive que le professeur Maurice Kamto accorde à Equinox Télévision, il s'insurge contre le fait qu'il soit un bouc émissaire politique au regard des conditions de mise en résidence surveillée. Malgré sa situation, le président national du MRC exprime toujours ses ambitions de diriger le Cameroun en misant sur une révision consensuelle du code électoral. Je vous propose à nouveau de l'écouter. Réaction exclusive sur Equinox Télévision. Que ce soit, que l'on donne à ceux qui peuvent sortir et entrer chez moi un sauf-conduit, un laissez-passer, quelque chose qu'ils pourront à tout moment pour présenter aux forces répressives qui entourent ma concession pour passer sans difficulté. On a rarement vu une telle démonstration de force, inutile, dis-je, parce qu'on a vu des engins qui ressemblaient à un tank, engin blindé avec un canon tourné et pointé vers ma concession. On a vu des voitures avec des gyrophares, des petites voitures de transport de troupes blindées, des pick-up de gendarmerie et de police, des limousines sans doute pour les autorités hiérarchiques de ces corps, notamment les commissaires et les officiers supérieurs de gendarmerie qui coordonnent ces opérations. Tout cela parce que on prétend que je suis porteur d'un projet d'insurrection pour renverser les institutions. Alors que chacun sait que je suis, parmi les dirigeants politiques de la scène camerounaise, celui qui a toujours proclamé son option permanente pour le changement dans la paix et par les urnes. Nous l'avons dit depuis 2012 et nous n'avons jamais changé de fusil d'épaule. Mais on préfère laisser ceux qui utilisent expressément le terme insurrection, qui se vantent de leurs hauts faits en termes de menaces, n'est-ce pas, d'atteinte aux biens publics ou aux édifices publics, ceux qui appellent les populations à descendre dans la rue pour poser des actes de violence, pour renverser les institutions de manière violente, c'est-à-dire par la force. On préfère regarder ailleurs et chercher un bouc émissaire. Je suis
probablement le bouc émissaire le plus commode, le bouc émissaire politique le plus commode que le Cameroun ait trouvé au cours des 30 dernières années, presque, pratiquement depuis les années 1990. Mais je crois qu'il est temps que chacun sache raison garder. Je suis un citoyen pétri de paix, qui aime son pays, qui l'a prouvé à diverses occasions. Et ceux qui, aujourd'hui, nos frères et sœurs qui disent diriger le pays pour notre compte, à nous tous le savent. Et donc, personne ne leur fera plaisir en renonçant à ses convictions. Nous avons des convictions, nous avons le droit d'ambitionner de diriger les affaires de notre pays. Les lois nationales et internationales le permettent, mais nous avons toujours dit, ce sont les Camerounais qui décideront. Et c'est pour cela que nous disons que l'on crée les conditions pour qu'il y ait une vraie compétition politique dans notre pays, et nous respecterons, j'en fais le serment et je l'ai toujours fait, nous respecterons le choix des Camerounais. Même s'ils veulent reconduire le président de fait actuel pour l'éternité, nous respecterons parce que ce sera le choix des Camerounais à condition que cela se fasse par un scrutin transparent, libre et respectant les normes de la démocratie. Après cette réaction exclusive du professeur Maurice Kamto, président du MRC, c'est une bataille de titans qui s'annonce, bataille juridico-politique entre le mouvement pour la renaissance du Cameroun et l'État du Cameroun, au moment où la police et la gendarmerie ont signifié aux avocats du professeur Maurice Kamto qu'il est accusé de fomenter un projet d'insurrection au Cameroun. De quoi s'agit-il concrètement? Comment ces avocats sont-ils parvenus à passer entre les mailles du filet de cette surveillance policière autour de son domicile à Yaoundé? Élément de réponse avec Ike Cyril. Je vous parlais donc de ce reportage concernant la mobilisation des avocats du professeur Maurice Kamto après avoir obtenu l'autorisation de la délégation générale à la sécurité nationale et de la gendarmerie nationale. Ils ont pu rencontrer le professeur Maurice Kamto. Ils ont échangé sur les raisons pour lesquelles il est assigné à résidence. Ils disent avoir obtenu des informations de la part de la police et la gendarmerie nationale, lesquelles font état des accusations sur des tentatives d'insurrection au Cameroun fomentées par le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Je vous propose d'écouter ces avocats. Ils s'expriment dans ce reportage que signe Ike Cyril. Nous reviendrons sur ce reportage. À présent, la réaction des acteurs de la société civile qui s'expriment, eux qui ont tenu à dénoncer des entraves au respect des droits de l'homme au Cameroun, notamment les personnes qui ont été arrêtées dans les principales villes du pays ont été contraintes aux actes de corruption pour obtenir la libération. Les ONG appellent à des sanctions à l'encontre du Cameroun qui peine à respecter les droits humains et les libertés de manifester et s'exprimer politiquement au Cameroun. Ils réagissent dans ce reportage que signe Donald Brice Kamgan. Sur ces images prises à la division régionale de la police judiciaire à Douala, des personnes arrêtées le 22 septembre dernier pendant et après les marches du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Des images et vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux et mettant en scène des conditions d'incarcération particulièrement difficiles de ces hommes et femmes. Dans ce témoignage audio, cet ex-détenu décrit les mésaventures de ses pairs. À la PJ, nous étions 8 femmes. Je suis la seule qui est sortie. Il y a encore 7 femmes là-bas. Quand je suis arrivée, il y a même une qui était en train de saigner. Elle m'a demandé le lotus. Maman, si tu as le lotus, donne-moi, je mets dans mes fesses. Il y a les autres là qui étaient malades, ils avaient la fièvre. Même le policier qui était à côté m'a dit que si tu as l'argent, on va les acheter, les Ferragas. Avec le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, Mandela Center et d'autres organisations de la société civile, l'ONG Un Monde à Venir dénonce des arrestations arbitraires, des tortures. Au moins 400 personnes sont détenues depuis le 22 septembre dernier, d'après les organisations de défense des droits humains, près de 600 d'après le MRC. D'aucuns seraient libérés contre versement de sommes d'argent. L'information circule, n'est-ce pas, des personnes qui ont semble-t-il, donné de l'argent pour sortir. Et donc, ça fait monnaie désormais pour sortir
de ces détentions. Quels sont les montants? Les montants qui nous ont été signalés jusqu'ici, on nous a signalé tournent autour de 200 000 francs. Les associations de défense des droits humains appellent au gouvernement à libérer urgemment toutes les personnes arrêtées et à poursuivre en justice les agents de force de maintien de l'ordre et de sécurité coupables de bavure. Nous sommes en train de vivre ce qu'on appelle un peu la criminalisation de l'engagement militant. Quand vous vous engagez et que vous défendez une opinion contraire à un gouvernement et que ce gouvernement choisisse de vous faire poursuivre par le tribunal militaire, c'est-à-dire qu'on vous assimile à un terroriste, vous vous rendez compte, c'est quand même le niveau le plus bas qu'on ait jamais connu au Cameroun en termes de violation des droits de l'homme. Mandela Center va plus loin. Cette ONG demande à la communauté internationale de prendre des sanctions contre les dirigeants camerounais, ordonnateurs de ces violations des droits de l'homme. Depuis la veille des marches du 22 septembre dernier qu'il a convoqué, Maurice Kamto est placé sous haute surveillance. Devant sa résidence à Yaoundé, des équipes mixtes de police-gendarmerie campent depuis lors. Et Maurice Kamto sera fixé sur son sort dans les tout prochains jours. Selon ses avocats, il est accusé d'être porteur d'un projet d'insurrection au Cameroun. Véritable scandale, selon les avocats du professeur Maurice Kamto, président national du MRC. Ils ont échangé avec la police et la gendarmerie. Ces différentes autorités ont indiqué qu'il est interdit de sortir de sa résidence jusqu'à nouvel avis. Il s'exprime, ses avocats, dans ce reportage que signe Aïk Cyril. Les avocats de Maurice Kamto disent tenir l'information des autorités en charge des questions de sécurité, notamment le délégué général à la Sûreté nationale et le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, avec qui ils ont eu une séance de travail. Accusé d'insurrection, Maurice Kamto est assigné à résidence. Le dispositif sécuritaire autour de son domicile vise à empêcher aux leaders du MRC de s'évader. Des échanges que nous avons eus avec le DGSN et le CET, les autorités nous ont raffermé qu'il était interdit de sortir de chez lui, c'est-à-dire qu'il n'était pas libre de ses mouvements, il ne pouvait pas sortir de chez lui et se évacuer à ses occupations comme tout citoyen de la République. Et que le motif de cette prise de décision gouvernementale était, selon eux, que le professeur Maurice Kamto est porteur d'un projet d'insurrection. Après la séance de travail avec le CED et le DGSN, le collectif d'avocats s'est ensuite rendu au domicile de Maurice Kamto. Là, ils ont trouvé leur client serein et déterminé à poursuivre son combat, même si du fait de l'état de siège à sa résidence, il lui est impossible de s'approvisionner en ressources alimentaires. Nous avons rencontré le professeur Kamto serein et déterminé à apporter sa contribution pour la construction de la paix dans notre pays. Depuis plus d'une semaine, il est encagé dans son domicile, je dis bien encagé. Il ne peut pas s'approvisionner en alimentation ni en soins médicaux. La situation des autres manifestants, interpellés et gardés à vue, est tout aussi préoccupante. Ils continuent d'être torturés dans certaines unités à travers le pays, à en croire le collectif d'avocats. Les situations les plus préoccupantes sont le camp de Mbopi, la DRPJ du littoral, la DRPJ du centre, le commissariat de Kondongo et le commissariat de Mokolo. Parce que ces personnes sont entassées dans un couloir. Femmes et hommes mélangés, dormant là-bas. Des femmes qui saignent et qui ne peuvent pas changer leur couche. Pour le collectif d'avocats qui s'inquiète et dénonce le traitement infligé à Maurice Kamto et aux manifestants du 22 septembre dernier, l'on s'achemine non plus vers une crise judiciaire, mais plutôt vers une crise humanitaire au Cameroun. Comment réagit la classe politique à la suite de ces arrestations et vagues de séquestration dans la perspective de ces
bataille judiciaire, juridico-politique entre le MRC et le pouvoir en place. Le RDPC se félicite de la décision du gouvernement, estimant qu'il a bien réagi pour pouvoir désamorcer une crise et un coup d'État qui était fomenté par les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le SDF critique l'attitude du gouvernement et déplore un air de dictature qui règne au Cameroun. Et le MRC qui entend se battre par tous les moyens républicains afin d'obtenir la libération de ses camarades politiques et de poursuivre son combat politique. Réaction croisée dans ce reportage que signe Flavien Valondongo. Les protestations du mouvement pour la renaissance du Cameroun ne cessent d'alimenter de vifs débats dans des chaumières et sur les plateaux de télévision. Des acteurs politiques de l'opposition, comme ceux du parti au pouvoir, s'affrontent autour des marches du 22 septembre dernier. Aucun pays au monde ne peut faire en sorte que dans la phase annonciatrice de la crise, qu'on annonce le chassement, qu'on annonce un nouvel hall de Trabi et vous déroule le tapis rouge, ça n'existe pas. Si le RDPC s'est réjoui d'avoir contrecarré l'action du mouvement pour la renaissance du Cameroun et alliés, l'opposition estime que c'est un déséquilibre qui ne rassure pas les mécontents. Au Cameroun, il y a un système de 2 poids, 2 mesures. Autant les camarades de M. Meka manifestent comme ils veulent et quand ils veulent, autant c'est l'opposition, c'est le refus systématique. Quand je disais que ce n'est pas la première fois que l'on voit cela. Parce que les marches pacifiques sont dans l'ADN du SDF. Avec tout un arsenal militaire, teinté des éléments de police et de gendarmerie pour étouffer des marches du MRC qui finalement ont eu lieu, quoique ayant abouti aux arrestations. La barbarie du régime n'a pas de limite dans la mesure où on enlève des gens, à supposer qu'on leur reproche même quelque chose. Qu'est-ce qui peut justifier qu'on empêche aux proches et au conseil, aux avocats d'avoir accès à eux? S'il y a eu toutes ces arrestations-là, c'est bien parce qu'à un moment donné, les populations en ont eu marre. Sous la forme du combat de David et Goliath, les moyens de l'État ont servi pour malmener et torturer une partie de la population qui est dépassée par la malgouvernance, quoique contributrice et productrice des moyens en question. Du côté du mouvement pour la renaissance du Cameroun et alliés, on peut également se féliciter du fait que malgré tout ce déploiement de l'encadrement sécuritaire assez répressif et dur, on a vu des Camerounais disposés à mourir, tout simplement parce que on est exaspéré, on est déçu, on est frustré, on est des déchus également. Dans la démarche du mouvement pour la renaissance du Cameroun et alliés, le ton a juste été donné le 22 septembre dernier, car le pire reste à venir. Le député SDF Jean-Michel Nitieux appelle à la levée du blocage autour de la résidence du professeur Maurice Kamto, victime de séquestration arbitraire et illégale en présence des engins de guerre. Selon le député SDF, ces actes illustrent la résurgence de la barbarie d'État contre le président du MRC et plusieurs centaines de Camerounais qui sont, dit-il, embastillés, maltraités, torturés en violation de toutes les règles de droit. Le seul tort a été d'appeler au départ de M. Biya si celui-ci convoque des élections sans révision consensuelle du code électoral et du système électoral et le règlement du conflit meurtrier dans les régions anglophones. L'honorable Jean-Michel Nitieux reproche au gouvernement de procéder à une stigmatisation ethnique du professeur Maurice Kamto et la communauté à laquelle il appartient, sans se soucier du désastre de très grande amplitude que cela peut produire sur le vivre ensemble au Cameroun. Le député SDF redoute des déflagrations politiques et sociologiques aux conséquences inimaginables dont nul n'a absolument besoin en cette période. Selon Jean-Michel Nitieux, le régime instrumentalise le chiffon tribaliste pour tenter de masquer son échec. Dans un communiqué, il interpelle l'opinion publique nationale et internationale sur ces dérives et exige que ces pratiques malsaines cessent immédiatement au Cameroun. Comment expliquer que de telles manifestations puissent aboutir à des accusations d'insurrection et de rébellion contre l'État du Cameroun, alors que dans le monde entier, en France, aux États-Unis, des manifestants ont plusieurs fois appelé au départ de leur président de la République? Analyse avec Guy Zogo. S'il est une constante, c'est que la démocratie et la liberté d'expression sont imbriquées l'une à l'autre. Il n'est par conséquent pas étonnant que dans un tel système, appeler au départ d'un chef d'État ne soit pas assimilé illico presto à l'insurrection.
Pour l'illustrer, ces dernières heures ont été marquées en France par des manifestations des Gilets jaunes scandant « Macron dégage » et à celles des démocrates aux États-Unis appelant à la démission de Donald Trump. Là-bas, on n'a guère entendu parler d'une insurrection. Si la France et les États-Unis ne sont pas le Cameroun, rien n'explique pour autant les arrestations massives des Camerounais qui ont voulu exercer leurs droits démocratiques en usant de leur liberté d'expression le 22 septembre dernier. Cela est d'autant plus incompréhensible que Paul Biya avait expliqué à Yves Mourouzi lors d'une interview en 1990 sur Radio Monte Carlo qu'il souhaitait entrer dans l'histoire comme celui qui a apporté la prospérité et la démocratie au Cameroun. Si la prospérité peut être liée à des contingences échappant à son influence, en revanche, pour la consolidation de la démocratie, il dispose de coups de franche qui devraient amener à des résultats concrets. Mais il n'en est rien et cela en rajoute à la tension dans un pays déjà meurtri par le conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest. Après les événements du 22 septembre dernier, une seule issue apparaît alors possible, celle de libérer les manifestants aux arrêts qui n'ont fait qu'exercer leurs droits démocratiques. La démocratie camerounaise en sortirait grandie. Des publi-reportages dans ce journal, des ateliers d'orientation académique sont organisés à l'Institut universitaire de Golfe de Guinée. Objectif, permettre aux bacheliers et aux autres étudiants d'avoir des outils pour mieux choisir leur filière académique et pouvoir bénéficier d'une formation de qualité afin de décrocher un diplôme, d'avoir des compétences nécessaires pour s'insérer sur le marché de l'emploi. Reportage. Après l'euphorie de l'obtention du baccalauréat, place au choix de la filière. Un véritable casse-tête pour de nombreux bacheliers qui frappent aux portes des universités et grandes écoles. C'est une étape très déterminante pour une meilleure insertion professionnelle. C'est pour répondre à cette préoccupation majeure des jeunes bacheliers que l'Institut universitaire du Golfe de Guinée a ouvert des ateliers d'orientation afin de leur donner des outils devant leur permettre de faire le bon choix en fonction de leur capacité intellectuelle. Il est donc question que l'Institut universitaire du Golfe de Guinée offre cet espace qui va permettre aux élèves d'avoir encore plus d'informations sur ce qu'ils vont devenir après le bac. C'est pour cela que le président de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée, M. Louis-Marie Njambou, a créé avec ses équipes ce travail, cet espace pour que tous les élèves, tous les bacheliers et même les universitaires qui ont des problèmes d'orientation se dirigent vers ici jusqu'à la fin du mois d'octobre pour avoir des informations contre Golfe de Guinée. Donc il n'est pas simplement question de parler de l'IUG, mais de l'ensemble de l'offre de formation qui est offerte au Cameroun, dans la sous-région et à l'étranger. Une initiative saluée par ces apprenants qui, en grand nombre au quotidien, viennent être édifiés sur la gamme de filières qu'offrent les écoles supérieures. Je sors du lycée technique de Nilondoala où j'ai eu mon baccalauréat en comptabilité et gestion. Je cherchais dans un établissement pour continuer les études, on m'a donc indiqué ici. Arrivé, l'accueil était très chaleureux, on m'a bien reçu, on a répondu à toutes mes questions et mes préoccupations. Je suis satisfait. Pour cette année académique 2020-2021, l'IUG ira encore plus loin pour offrir le meilleur à ses apprenants. Pour le compte d'année académique qui démarre, l'IUG est en train d'arrimer ses offres de formation au nouveau programme de BTS HND qui ont été validés il y a de cela 2 ans. Et nous sommes en train de nous appesantir sur les nouveaux métiers comme la mécatronique, le management des sports, les assurances, qui sont des spécialités un peu innovantes ici chez nous. Fondé en 1993, l'Institut universitaire du Golfe de Guinée est un groupe de 3 établissements d'enseignement supérieur basés à Douala, spécialisés dans les domaines de commerce et de gestion, de communication et d'information, d'industrie et de nouvelles technologies et de formation paramédicale. Il est l'un des plus importants instituts privés d'enseignement supérieur au Cameroun. Toutes ces formations ont un caractère international, tant par le contenu de leur programme et de la qualification du corps enseignant que de l'implication des organisations et des entreprises nationales et multinationales. Bien plus, l'Institut universitaire du Golfe de Guinée vient de se doter d'un campus numérique pour assurer les cours en ligne et faciliter le suivi et l'évolution de chaque apprenant. L'Institut universitaire de Golfe de Guinée
formons des cadres compétents depuis 1993. Orange Cameroun récompense ses meilleurs abonnés, ceux qui ont remporté le jeu concours Megawin. Ils ont eu des chèques et des nombreux lots offerts par Orange Cameroun pour récompenser leur fidélité. Reportage. Orange Cameroun tient ses promesses. Le géant de télécommunications prime son aimable clientèle. Il s'agit des gagnants du jeu Megawin où il était question de tester sa culture générale et de cumuler des points via son téléphone mobile au 9107. Nous sommes là pour la remise des lots comme tous les autres mois des gagnants, de nos clients qui ont participé au jeu Megawin. Et qu'est-ce qu'il faut pour être gagnant? Il faut envoyer un message au 9107. Ensuite, vous recevez des questions. Vous envoyez tout simplement oui ou OK au 9107. Vous répondez aux questions. Et ensuite, vous gagnez des points, vous cumulez des points et vous participez au tirage au sort. Les heureux récipiendaires ayant reçu des chèques allant de 50 000 à 1 million de francs CFA avouent qu'ils n'y croyaient pas au départ, mais à présent, confirme qu'Orange Cameroun met sa clientèle au cœur de ses préoccupations. Je suis très très fier. Au début, je ne croyais pas, mais maintenant je crois. C'est comme un rêve. Très heureux, je me sens confiant. On sent que la rentrée est assurée. À Orange Cameroun, j'ai dit un seul mot, va de l'avant. Oh, mais j'ai répondu aux questions de culture générale. Ça, c'est de la culture. Et c'est pourquoi j'ai profité de l'occasion pour demander à tous mes frères et sœurs camerounais de s'habituer à la culture, de lire et de s'informer. Cette foire aux récompenses est loin d'être terminée. Un chèque plus important attend celui ou celle qui participera à ce jeu lancé par Orange Cameroun pour apporter du soleil au quotidien de ces milliers d'abonnés à travers le pays. En ce moment, nous avons un gros lot. Ça, je le rappelle à tous nos clients et aux futurs clients de participer au jeu parce qu'on a un gros lot de 3 millions à la fin du mois de septembre. Et vous-même, nous tous, nous savons que ce sera très important avec la rentrée scolaire. À travers ce concept Megawin, Orange Cameroun récompense ainsi la fidélité de sa clientèle en célébrant la proximité et le partage, cher à la marque. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Séquestration ou assignation à résidence, le professeur Maurice Kamto ne comprend pas ce qui lui arrive. Dans une exclusivité accordée à Equinox Télévision, il dénonce le fait d'être un bouc émissaire politique. Il déplore le fait qu'il n'a été notifié d'aucune mise en résidence surveillée ou encore assignation à résidence. Ce sont ses avocats qui lui ont fait savoir à travers des échanges qu'ils ont eus avec les responsables de la police et la gendarmerie. Malgré cette situation, il dit être déterminé à porter ses revendications politiques pour la révision consensuelle du système électoral et continue d'afficher son ambition de diriger le Cameroun, l'a-t-il martelé en précisant qu'il est un homme épris de paix et qui ne saurait être engagé dans un projet d'insurrection au Cameroun. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel d'Equinox Soir. Deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h. Dans un instant, la suite, Equinox Soir. Retour sur le plateau Equinox Soir. Deuxième partie, c'est la partie consacrée au débrief du journal. Madame, monsieur, toujours en compagnie de Maître Georges Teguem. Il est là, Jacques Maboulin, Charles Njikam et le docteur Louison Essumba. Docteur Louison Essumba, non, je vais commencer par le plénipotentiaire du MRC. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de revoir votre champion? Vous étiez inquiet pour lui?
Non, pas vraiment, parce que je sais quelle détermination qui est la sienne. Je sais qu'il sait lui aussi, et il nous le dit souvent, que ce sera un combat de longue haleine et qu'il faut être prêt à tout. Et nous savons qui nous avons en face de nous. Et nous savons jusqu'où ils peuvent aller loin. Voilà, donc non, ça me fait plaisir de le voir physiquement, mais pour autant, je connaissais déjà l'état de son moral, qui est le même que celui de ses militants, déterminés, engagés, et nous ferons face, tout simplement. Voilà, Major Tegem, vous avez suivi votre confrère aîné, j'aime souvent le dire, qu'on apprend tous les jours et qui n'en soit, le confrère aîné, Maître Hippolyte Méli, il nous fait savoir que il reprend en fait les propos tenus du côté de la police et de la gendarmerie. On leur a fait savoir, mais c'est un collectif qui était là-bas, que le professeur Maurice Kamto était porteur d'un projet d'insurrection. Je dois d'abord, Serge Alain, ici manifester toute ma joie, parce qu'il faut dire qu'on a là une manifestation de la République exemplaire. Ça, c'est la République exemplaire. En construction. L'avocat. Là, c'est une manifestation d'une République exemplaire. La construction, c'est justement avec les thématiques du MRC. C'est-à-dire qu'il faut que les thématiques s'arrêtent pour que la construction s'achève. Mais l'avocat qui a accès à son client, c'est l'exemplarité. Ça, il faut le dire. C'est la République exemplaire. C'est une manifestation de la République exemplaire. L'avocat a accès à ses clients. Ça, je suis content de voir que l'avocat... Mais ça n'a pas toujours été ça, hein, Maître Tegem. Mais voilà une manifestation, enfin. Pourquoi avant, ça n'a pas souvent été ça, donc? Je ne sais pas l'exemple. De quoi je vais parler? Ah bon? Peut-être vous en connaissez. Mais je parle maintenant de ce qu'on vient de regarder, sauf si on n'est plus dans le débrief du journal. Non, on est dans le débrief. Dans le débrief, l'avocat a eu accès à son client. C'est la République exemplaire. L'avocat a accès à son client, il faut le dire. Et je vais également faire observer que c'est ainsi que ça doit se passer dans une démocratie, dans une république exemplaire comme la nôtre. Parce que tous les avocats, je le dis, et presque sans exception, sont des républicains. Entrez chez un avocat. Vous lui dites qu'on va manifester pour renverser, bien il va vous dire, monsieur, ne m'associez pas. Parce qu'il sait que les règles ne permettent pas. Et les avocats sont des républicains. Allez chez un avocat, vous dites que je vais aller brûler l'immeuble d'Equinos. Il va dire, monsieur, c'est pas ce qu'il faut faire. Si vous avez un problème, dites-moi, je sais ce que je vais faire. Et il choisit la voie judiciaire. Ce que j'ai également observé, Serge Alain, c'est que j'ai écouté tout à l'heure. Je suis quand même surpris qu'on veuille régler les problèmes des Camerounais, mais quand on n'est pas en résidence, parce que moi je pense qu'on est dans le cadre d'une mesure de surveillance judiciaire, sous réserve des pouvoirs reconnus aux juges d'instruction et à la justice, je pense que là, peut-être, parce que là, je vais aller un peu très loin, je pense qu'on serait dans une mesure de surveillance judiciaire. Lorsqu'on est dans cette situation, je ne comprends pas qu'on dit régler les problèmes des Camerounais, mais on s'occupe du code électoral qu'il faut modifier pour qu'on prétende à la présidence de la République. C'est une situation, nous sommes d'accord, c'est un droit pour chaque citoyen de postuler au poste de président de la République. Mais nous disons que ce n'est pas parce que quelqu'un doit y accéder qu'il doit mettre la République en lambeaux. Que ce soit noté pour tout le monde. Et en tout cas, moi, je pense que nous devons tous développer des comportements patriotiques et républicains. La République a des règles. Le suffrage universel a eu lieu en 2018. Le prochain, c'est en 2025. Sauf événement majeur, c'est en 2025. Si quelqu'un veut gagner les élections en 2025, il faut oublier ses armes, il se prépare pour chercher à gagner le scrutin en formant ses militants et non en participant à une manœuvre de destruction de la République, de destruction des valeurs, en instrumentalisant la jeunesse, une opposition à court d'arguments, une opposition, si vous voulez, sans thématique sérieuse. Parce que je ne pense pas qu'une thématique sérieuse, c'est il doit partir. Et j'ai vu là même, on a évoqué la France en disant la France et les États-Unis, on peut demander de partir. Mais je voulais faire observer également que la loi pénale a un principe connu dans l'étudiant de deuxième année. Je parle sous le contrôle du Dr Essomba, c'est le principe de la territorialité de la loi pénale. La loi pénale camerounaise s'applique au Cameroun. On ne va pas venir nous amener la loi pénale française, alors que quand on est au Cameroun, on sait à quoi s'en tenir. Le rôle de la loi, c'est indiquer aux citoyens que voici les principes, voici les règles, voici les valeurs. Au cas où vous les violez, voilà ce qui vous arrivera. Le gouvernement de la République a agi conformément aux règles. Je dis encore une fois, je salue la manifestation de la République exemplaire que j'ai vue tout à l'heure. Les avocats ont eu accès à leurs clients, ils se sont entretenus. Nous sommes heureux, et moi en tant qu'avocat le premier, je suis content que les avocats soient ainsi traités dans un pays comme le nôtre. Mais ça, c'était la deuxième tentative. Hein. Maître Méli avait déjà essayé, il n'a pas pu. Je suis absolument surpris parce que vous indiquez, parce que j'ai entendu dire plutôt que les avocats n'avaient pas accès à leurs clients.
Mais je constate ce soir qu'ils ont eu accès à leurs clients, ils ont rencontré M. Dégué, général de la sécurité nationale, président du CED. Voilà. Et à cette occasion, on leur a dit, écoutez, vous pouvez le rencontrer. Il me semble que c'est une démarche normale. En tout cas, tout avocat sait que pour avoir à son client, il faut d'abord s'adresser à l'autorité qui a décidé soit de sa détention, soit de sa garde à vue. Nous, les avocats, nous le savons. Demandez à tous les avocats, ils vous diront, si on vous dit que votre client est enfermé là, vous n'avez pas le droit de venir et traverser tout le monde. Il y a des gens que vous devez rencontrer préalablement. Ce sont des règles. En tout cas, les avocats sont les républicains. Je n'ai pas de leçon à faire. Ils savent bien ce qu'ils doivent faire. Ok, on va prendre la direction de Paris où nous attend Joseph Léangoula. Joseph Léangoula, le professeur, vous l'avez suivi dans le 20h Equinox Télévision. Il dit qu'il ne sait pas ce qui lui arrive. Il est séquestré. On n'a pas été notifié du fait qu'il soit en résidence surveillée ou pas. Comment vous appréciez cet état de choses? Voilà, on va reprendre, oui, déjà le professeur Dr Luisan Issomba sur cette situation. Oui, j'ai vu ces images comme tout Camerounais. Je dois vous avouer que, à regarder le professeur Maurice Kamto, on a l'impression que rien ne se passe. C'est-à-dire, il est zen, il a un regard qui témoigne de ce qu'il a foi en son combat. Et ça me permet de dire que, de rentrer encore dans les tests pour dire que, quand je revois la loi de 90, 055 du 19 décembre 1990, qui, en ses articles 6 et 7, précise justement que nous sommes dans un système de déclaration, n'est-ce pas, pour les manifestations publiques et réunions publiques. Et en réalité, la loi de 90 ne précise pas les objets qui peuvent faire qui peuvent amener à l'interdiction. C'est la raison pour laquelle l'article 8 donne donc compétence au sous-préfet de pouvoir régulièrement apprécier la nature de la demande qui en est faite. C'est la raison pour laquelle, vous avez vu, les sous-préfets, justement, qui ont compétence exclusive en matière, justement, d'encadrement des manifestations et réunions publiques, ont donc ce pouvoir d'appréciation. Cela veut donc dire que, dans le cas de l'espèce, on se rend bien évidemment compte que, en demandant, en organisant une marche pacifique, et en demandant justement le départ du président de la République, le sous-préfet ne peut jamais cautionner, valider, autoriser une telle démarche parce qu'en son sens, à son niveau, il s'agit là d'une manifestation qui va viser à déstabiliser une institution de l'État. Vous voyez, et c'est là donc le problème. Cela veut dire donc que la loi de 1990 mérite donc d'être réformée, retouchée, adaptée dans le contexte justement de l'évolution des droits de l'homme et libertés fondamentales. Parce que quand vous regardez, comme je vous l'ai indiqué, l'autorité administrative, de police administrative a les pleins pouvoirs pour justement autoriser, mais aussi d'apprécier l'objet de la marche. Et c'est à ce niveau-là, justement, qu'il y a un problème, parce que la loi elle-même n'a pas véritablement défini les objets qui peuvent faire l'objet, qui peuvent faire, comment dire, suite des interdictions. Donc, il faut le relever. Disons également que Maître Teguem a évoqué justement la République exemplaire. J'aime bien cette expression. Je voudrais lui dire quand même que j'aime plutôt quand tu dis une République en construction, parce qu'aucune République n'est exemplaire. Ça, il faut le souligner. Les républiques sont toutes en construction. Et quand nous prenons toute la République, c'est quoi? C'est la chose qui appartient à tous, qui est dans une perpétuelle mise en œuvre, dans une perpétuelle mutation. Donc, exemplarité, je trouve que c'est un peu trop fort. C'est également l'image qui démontre que dans le pays, les choses peuvent se décider d'être bien faites. C'est-à-dire laisser le soin à un avocat de rencontrer son client. C'est tout à fait normal. Et dans le cas de l'espèce, on pourrait faire, bon, il n'a pas voulu, il a fait des appréciations dans le sens du droit privé, mais on pouvait aussi rentrer dans le droit public, c'est-à-dire que pour indiquer qu'on peut y voir une manifestation d'une voie de fait administrative. Mais la voie de fait administrative à ce niveau ne peut pas avoir totalement effet, tout simplement parce que les forces de défense et de sécurité ne sont pas encore rentrées dans le domicile, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du professeur Maurice Kamto, c'est-à-dire que ces forces sont simplement à l'extérieur. On pourrait peut-être évoquer l'idée aussi, je dirais, d'une emprise. Mais jusque-là, l'emprise, il faut une réelle dépossession des biens du propriétaire. Donc, ça veut dire tout simplement que le professeur Maurice Kamto a lancé une marche pacifique. Les autorités administratives, de police administrative, ont estimé que le seul fait pour ces marches, quoique pacifiques, mais n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable,
de rentrer dans ce qu'on appelle des marches qui piétinent l'ordre public, qui piétinent l'ordre républicain. Voilà, on va repartir du côté de Paris où nous attend Joseph Léangoula. Bonsoir Joseph, une fois de plus. Cette situation, on aimerait avoir votre sentiment là-dessus. Séquestration n'a pas été notifiée, assignation à résidence. Comment vous appréciez cette situation? Ce que vit actuellement le professeur Maurice Kamto? Alors écoutez, j'estime quand même qu'il y a là des éléments qui peuvent davantage radicaliser les positions politiques, parce que Maurice Kamto est un leader politique qui est quand même suivi par un nombre important de Camerounais qui voient d'un très mauvais œil et qui n'apprécient guère aujourd'hui le traitement dont il fait l'objet. Mais on parle beaucoup d'assignation. Il faut peut-être préciser qu'aujourd'hui, Maurice Kamto fait l'objet d'une double assignation. Il y a d'abord une assignation à résidence, avec notamment le fort déploiement du dispositif sécuritaire qu'on a pu voir autour de son domicile. Mais il y a plus grave aujourd'hui, et qu'on a tendance à sous-estimer, c'est qu'il fait également l'objet d'une assignation identitaire. C'est-à-dire on le confine à une communauté. Aujourd'hui, par exemple, présenter le leader Maurice Kamto, qui est un leader d'une formation politique qui a la prétention d'être implanté sur l'ensemble du triangle national, le présenter aujourd'hui ou le réduire à un entrepreneur identitaire qui est là pour porter le désir de vengeance et les ambitions hégémoniques d'une communauté, établit des liens de corrélation entre les origines ethniques de Maurice Kamto et sa clientèle politique ou sa base de soutien, c'est à mon avis s'aventurer dans un jeu dangereux. Ça relève d'un simplisme qui menace de fissurer davantage du social camerounais et qui pourrait porter un coup aujourd'hui à la cohésion que nous sommes en train de rechercher. Donc il y a derrière cette bataille politique entre le MRC et le RDPC l'avenir du Cameroun, l'avenir de la cohésion entre les Camerounais, au-delà de la question des droits de l'homme qui est elle aussi préoccupante. Par ailleurs, je voulais rajouter un élément qui me semble essentiel. Aujourd'hui, on se plaint d'une certaine diaspora qui se mobilise à l'étranger et qui, à travers ses actions, serait en train de ternir l'image du Cameroun. Ce qu'on oublie très souvent, c'est que la radicalisation s'est déplacée à l'extérieur lorsque l'espace politique au niveau national s'est rétréci. Si vous observez bien dans l'histoire du Cameroun et que vous regardez la séquence 1970-1990, avant le vaste mouvement de libéralisation politique, on constatait qu'effectivement l'essentiel des opposants au régime en place était concentré à l'extérieur. Après l'ouverture du jeu politique au niveau national, ils sont revenus et ils ont concentré la bataille politique sur le territoire national. Alors aujourd'hui, avec le rétrécissement de l'espace politique, ces nouvelles figures de l'opposition vont également déplacer le débat et la bataille politique à l'étranger. C'est pourquoi on observe aujourd'hui la résurgence de ce phénomène de la brigade anti-Sardina que tout le monde est en train de dénoncer. C'est en fait un révélateur, un indicateur du malaise politique à l'intérieur du pays et de l'étroitesse de l'espace dans lequel les leaders politiques sont en train d'opérer. Si on tient tant à l'image du Cameroun et si on veut éviter au président de la République qu'il ne devienne aujourd'hui, qu'il ne soit perçu à l'échelle internationale comme étant le prédateur de la liberté d'expression, il faut ouvrir le jeu politique au Cameroun, il faut créer les conditions d'une compétition équitable et il faut protéger tous ceux qui veulent exercer leur liberté publique, que ce soit dans le choix des dirigeants ou dans la conquête du pouvoir. Voilà le commentaire global que moi je voudrais porter sur la situation actuelle au Cameroun. Justement, Joseph, avant de vous laisser partir, et sur le fait qu'on dise aujourd'hui que le professeur Maurice Kamto serait porteur d'un projet d'insurrection. Votre avis? Alors, l'insurrection, c'est un mot effectivement dont les usages varient en fonction de qui l'emploie et en fonction des ambitions de la personne. Il faut rappeler quand même que dans le jargon de sciences politiques, l'insurrection renvoie quand même à un soulèvement armé contre une autorité établie. Il ne me semble pas que ces conditions sont rassemblées au Cameroun. On a en face, je dirais, on a plutôt affaire au Cameroun à un mouvement de mécontentement
Et ce mouvement de mécontentement est manifestement suscité par une formation politique. Et j'en profite justement de cette séquence pour glisser une alerte qui me semble importante. Lorsque dans un pays, on détricote progressivement le pouvoir d'action des partis politiques, lorsque dans un pays, on empêche la société civile de canaliser le mécontentement, de lui donner une expression légale, eh bien, on est progressivement et lentement en train de créer les conditions d'une explosion de la violence. Et cette fois, il n'y aura pas de leader pour le canaliser. Il n'y aura pas de leader pour la canaliser, pardon. Il n'y aura pas de parti politique pour encadrer, enregistrer, orienter l'expression politique de ce mécontentement. Et ça peut conduire à des situations extrêmement graves comme une émeute ou alors véritablement à une insurrection. C'est ce qui s'est passé par exemple dans les régions où latence des leaders a créé un vide dans lequel effectivement de nouveaux entrepreneurs, et cette fois les entrepreneurs de la violence, ont émergé et ont plongé depuis 4 années déjà cette région dans un conflit sanglant. Voilà. Si on veut l'éviter au Cameroun, il faut créer les conditions d'une participation, je veux dire, sans risque effectivement de répression vis-à-vis des leaders politiques. Voilà, et merci. Des leaders de la société civile. Merci Joseph Léangoula, je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci d'avoir participé à cette édition Equinoxois, émission d'utilité publique. Jacques Maboula, oui. Sur les... Est-ce que le professeur Maurice Kamto est condamné déjà? Non, il n'est pas condamné, juste que il est... Quand on le fait savoir comme ça à ses avocats? Non, le professeur Maurice Kamto, je l'ai entendu, j'ai plus entendu parler le juriste. Oui. Je n'ai pas entendu parler l'homme politique. Parce que quand on a un homme politique averti, on sait au moins ce que appeler au départ d'un chef de l'État, c'est remettre en question la stabilité de l'État. Et donc vous actionnez d'autres leviers qui sont des leviers de la sécurité de l'appareil de l'État. Quand vous dites que vous allez faire partie un chef de l'État, vous actionnez sur les leviers sécuritaires et sûreté de l'État. Et à ce moment donné, vous faites entrer d'autres forces. Et il est surpris, parce que justement, il n'est pas encadré, il n'est pas formé. En politique, il y a ce qu'on appelle le choix des mots et le poids des mots. Et quand vous faites des erreurs d'adressage, de message, des erreurs de définition des objectifs, et bien entendu, vous êtes souvent surpris. Parce que là, il est entré dans ce qu'on appelle le rapport des forces. Eh bien, quand vous faites déclarer le rapport des forces, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de coup fort. L'État utilise tous les moyens qu'il a à sa disposition pour s'assurer que l'État ne vacillera pas, l'État ne tombera pas. Et il est dans cette logique-là, c'est pour ça que j'ai dit au départ, la définition des objectifs définit la fédération des forces possibles qui puissent se mettre en marche. Il aurait dit qu'il marche juste pour le système électoral, on n'aurait pas mis l'armée autour de sa maison. Il aurait dit qu'il marche juste pour la crise anglophone, on n'aurait pas mis ce dispositif-là autour de sa maison. Ceci dit, le timing qu'il choisit est un timing en dehors du temps institutionnel. Le timing qu'il choisit pour faire partie le chef de l'État est un timing qui montre que ces boycotts successifs des élections cadrent bien avec sa démarche. Jacques Maboula, oui. Lorsqu'en 92, on met le... Je ne sais pas si c'est le même dispositif, hein, c'est ni John Fondi Abamenda. Il avait demandé quoi? Écoutez, à l'époque, John Fondi revendiquait une élection gagnée. 92, monsieur Maboula. C'était un rapport. C'était un rapport de force également. Oui. On est justement dans ce qu'on appelle la conquête du pouvoir. Oui. Donc, à l'époque, c'est Paul Biya qui est président de la République. Il a tous les pouvoirs, il a mis ce dispositif, ce qui n'est pas le cas de Maurice Kamto aujourd'hui, qui n'est pas président de la République, qui est en dehors du temps démocratique imparti par notre Constitution, et qui dit que dans le temps qui m'est fixé, je vais lancer un nombre d'opérations de marche visant à faire partie le chef de l'État. Et à ce moment donné, chacun est interpellé en tant que politique. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Faire partie un chef de l'État, c'est un projet structuré. Ne dites pas que vous accompagnez un homme à faire partie un chef de l'État, ne connaissant ni les tenants ni les aboutissants. Parce que vous voyez qu'au fur et à mesure on s'est approché de la date, on a vu des avocats internationaux apparaître,
peut-être on serait arrivé au pont de Dibamba, de Yaoundé, on aurait vu d'autres forces entrer en considération. Donc je dis, l'État est dans ce qu'on appelle la prévention, dans la protection préventive des institutions. On ne sait pas jusqu'où. Bon, là, je mets ça sous la réserve des renseignements généraux qui peuvent disposer de certaines informations qui échappent aux citoyens que je suis. Et c'est pour ça que je dis, nous les politiques, nous avons la responsabilité de former les citoyens, de les éduquer au changement, parce que le changement qui n'est pas dans le timing institutionnel est un changement dit anormal, et vous pouvez facilement vous retrouver dans un glissement qui vous compromet la liberté durablement. Je dis, on n'a que 4 ou 5 années qui nous restent. Il est préférable de faire le changement tous ensemble en 2025, ou un peu avant si un événement majeur venait à survenir, plutôt que de créer une implosion sur notre pays qui nous amène vers des privations de liberté, vers des suppressions de vie, vers la remise en question des activités des citoyens, ces jeunes femmes qui gagnent leur vie au quotidien. Et je dis, en mon sens, il faut faire attention. Avant de coller, il faut s'assurer d'avoir copié. Je vois des gens partir, prendre les exemples de la France, des États-Unis, où on a dit que les gens appelaient au départ de Trump, de Macron. On n'a pas le même code pénal. On n'a pas du tout le même code pénal. Et c'est des gens qui ont conçu ce code pénal qui vont aujourd'hui nous dire qu'on a des leçons à prendre ailleurs. Je dis non. Dans notre code pénal, cette histoire est fortement réprimée. Et je crois que Maître Teghem qui est ici pourra très bien nous dire pourquoi c'est dangereux de s'aventurer dans cette démarche qui est qualifiée aujourd'hui d'insurrectionnelle, parce que vous défiez l'autorité de l'État, et l'autorité de l'État, quand vous défiez, vous devez vous attendre aux représailles. Permettez, Charles Dicam, qu'on termine de ce côté. Permettez qu'on termine rapidement, Maître Teghem. Vous voulez ajouter? Non, je voudrais juste faire observer chez ces gens-là qu'il faut qu'on commence à être sérieux, que l'opposition soit responsable. Un monsieur, fut-il professeur agrégé, n'a le mandat de personne pour dire qu'il agit au nom du peuple. C'est un individu qui s'autoproclame souverain, à la place d'un peuple déjà souverain, et revendique les modifications du code électoral, et revendique la résolution de la crise. Il s'autoproclame souverain, à la place du peuple souverain, parce qu'aujourd'hui, il n'a aucun mandat de ce peuple. Le mandat s'obtient au bout d'un processus électoral. On est au bout du processus électoral et on est parti aux élections le 9 février. Il n'a été élu nulle part. Il ne représente aucun peuple camerounais pour se substituer à lui. Le peuple camerounais est souverain. Et si quelqu'un veut obtenir le suffrage des Camerounais, il fait campagne et les Camerounais l'élisent. À ce moment, il parle au nom du peuple. Et puis, donc, la qualité de professeur, nous respectons, parce que j'ai toujours dit, nous respectons les valeurs. Maintenant, sur l'exemplarité, je voudrais faire observer au professeur ou au docteur Essomba que oui, vous avez tout à fait raison, l'exemplarité c'est difficile, mais il y a des comportements qui peuvent être exemplaires. On peut apprécier au cas par cas. Là, c'en est un. Permettre aux avocats de rencontrer leurs clients, c'est un comportement exemplaire et il faut saluer cette attitude de coopération du gouvernement de la République et il faut encore saluer cette volonté de M. le délégué général Lucette de dialoguer pour une sortie heureuse de cet événement créé par un monsieur qui s'autoproclame souverain à la place d'un peuple déjà souverain. Ok, merci. Charles Dicam. Oui, j'ai souffert d'écouter mes deux contradicteurs et jeunes frères. J'ose espérer, et ce soir, plus que les autres jours, je vais continuer de prier pour que nous nous retrouvions dans les années qui viennent ensemble et reparler des mêmes sujets et voir si vos convictions auront toujours été les mêmes. Je reviendrai sur les propos de M. Baboula. Je ne sais pas s'il est professeur en sciences politiques, mais s'il l'était, ce sera très dangereux pour ses étudiants. J'ai vu dans votre développement, mais alors une alchimie d'idées qui... Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas comment vous arrivez à mettre tout ça ensemble et que ça produise un effet. Je voudrais répéter ici que la marche est un droit. La marche est un droit. Si vous ne l'entendez pas comme ça, alors il y a un gros problème. Deuxièmement, j'ai entendu tout à l'heure, je pense que c'était l'intervenant de Paris qui parlait du danger de la tribalité, mais je suis très étonné que le gouvernement qui parle de parti tribal, si mes souvenirs sont bons, 5 gouverneurs sur 10, 37 préfets sur 58, 200 sous-préfets sur 360, 34 ministres sur 63 viennent d'une et une seule région. Je ne sais pas si ce gouvernement-là
et les gens du RDPC peuvent se permettre de dire d'autres qu'ils ont des réflexes tribaux. Mais vraiment, c'est tellement réducteur, mais c'est volontaire. Je rappelle également à mes copanélistes ici, ainsi qu'aux téléspectateurs qui nous regardent, qu'il y a de cela 3 semaines, 1 mois, des gens se sont levés de chez eux, ont été marchés, ils ont été reçus par un sous-préfet à qui ils ont remis un mémorandum, sans pour autant avoir une quelconque autorisation. Mais comme l'essentiel de ces gens faisait partie du parti au pouvoir, pour ne pas me répéter, c'est bien passé. Je dis aussi, quand vous parlez de construction, mais le fait que la loi soit respectée, nous devons le célébrer. Ce qui devrait être normal doit être célébré. C'est pour dire à quel point c'est exceptionnel. Donc il faut le célébrer. Mais où sommes-nous? Vous avez oublié une chose, les éminents juristes que vous êtes, que ce soit mon voisin de droite comme vous. Dites-moi, sous le code de quelle loi tombe la séquestration de Maurice Kamto à la date d'aujourd'hui, qui ne lui soit pas signifié. Je dis bien qu'il ne lui soit pas signifié. Les excellents juristes que vous êtes, vous avez fait beaucoup de développement. Je vous demande, sous le coup de quelle loi tombe la séquestration de M. Maurice Kamto, sans lui être signifié. Je peux vous répondre en un mot? Je vous en prie, vous m'édifierez. C'est une mesure qui est prévue par le Code de procédure pénale. Oui, la surveillance judiciaire. La surveillance judiciaire. Sans pour autant que celui qui est surveillé en soit... Il peut substituer à la détention la surveillance judiciaire. Okay. Comment? Le Code de procédure pénale. Comment? L'autorité qui décide de la mesure. Docteur Lujan Somba, rapidement, on arrive au terme de l'émission. Ça, je voudrais finir par l'avant-dernier paragraphe. Je lis juste un point. Le chef de l'État, son Excellence Poblila, n'a cessé de réaffirmer son attachement au dialogue et à la concertation dans la recherche des solutions aux problèmes auxquels notre pays est confronté. Je m'arrête là. Pour juste dire, nous avons vu le président de la République au piédestal des Nations Unies clamer qu'il est un mendiant de la paix. Je crois que cette paix mérite d'être mendiée au Cameroun. Qu'est-ce qui empêcherait le président de convoquer le professeur Maurice Kamto, de le recevoir? Ce que je vais dire va certainement énerver les radicaux, mais va faire plaisir les modérés, les progressistes de RDPC. Parce qu'en réalité, Serge Alonto, le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Mais Teguet, qui est le défenseur des orphelins et des veuves, joue un rôle important dans la bonne administration de la justice. Moi, l'hôtel de son enseigne, cette année, j'ai eu près de 3700 étudiants en plein Covid. Je participe au rayonnement de la science. Donc, chaque Camerounais a son niveau, la pierre à apporter à l'édifice du Cameroun. Qu'est-ce qui empêche le président de la République de convoquer Maurice Kamto? Parce que ça s'inscrit dans la logique de ce communiqué, la concertation, le dialogue. Parce que c'est, écoutez, l'option répressive ne peut qu'amener à radicaliser les uns les autres. On doit ouvrir l'option justement du dialogue. Même le président de la République, ça peut être encore dérisoire. Il peut rentrer sa voiture, il rencontre Sissoko Ayoutab en prison. Ce serait un coup médiatique fort, un coup politique inimaginable. Et c'est alors que je finis par là pour dire que si cette situation n'est pas maîtrisée, vous aurez les malheureux au paradis et les heureux en enfer. Merci. Merci, Maître Tegem. Merci. Merci, Jacques Maboula, d'être venu. Merci, Charles Dikam. Oui, je voudrais dire bon courage à tous mes amis politiques en ce moment embastillés dans les conditions que nous avons vues pendant le journal. Merci. Et bon courage également au président national et que le Cameroun seul vaincra. Merci à vous, Dr Lujan Somba, d'être une fois de plus venu à cette émission. Merci également à Joseph Léangoula qui était en direct de Paris. Madame, Monsieur, rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, sans Mélima.